Bismillah. La côte s'avançait dans l'océan comme une étare. Et courue de fin fond de l'horizon, les vagues se brisaient sur les récifs, pour mourir en mare bouillonnante. D'emblée, ces falaises, cette côte battue par les vents sauvages et désertes, rappelèrent à Maggie son Écosse natale. Paupières closes, elle posa les mains à plat sur ses genoux et, durant quelques instants, emplit ses poumons de l'air venu du large. Oui, c'est bien comme l'Écosse, une terre de tristesse, songea-t-elle, sauf qu'ici il n'y a nul accent gaélique, aucun joueur de cornemuse ou guerrier en kilt. Elle se détourna, des picotements dans les yeux. Devinant ses pensées, Elicard tira sur les rênes et du pied, appuyait sur le frein pour immobiliser l'attelage. Observant à son tour ce paysage où se disputaient le vent et les flots, il murmura. Cet endroit donne l'impression d'être seul sur terre, n'est-ce pas? La gorge serrée, la jeune femme ne répondit pas, préférant ignorer les sentiments qui l'envahissaient. Solitude, abandon, tristesse, comment trouver les mots pour dire ce qu'un tel endroit lui inspirait? Comment exprimer les souvenirs qu'il lui rappelait? Toutes ces visions se mêlaient des bribes de rêve et de fragments de réalité, les instants de bonheur et toutes les souffrances qu'elle avait endurées. Descendant du chariot, elle exposa au vent froid sa silhouette gracile et immobile sur le sentier sinueux, contempla la demeure qui serait bientôt son foyer. Son foyer. Le serait-ce vraiment un jour? Un tressaillement la parcourut comme une onde de chagrin qui l'aurait de part en part traversée. La demeure frémit devant ses yeux, comme sous l'effet d'une chaleur intense. Ses contours s'estompèrent, et l'espace d'un éclair, un visage de femme vint s'y superposer. Était-ce à cause de son extrême lassitude, ou bien perdait-elle tout bonnement l'esprit? À moins que son imagination ne lui jouait des tours, après ce que Ross lui avait dit, elle battit des paupières, et afin de dissiper son malaise, se retourna vers Ellie. Pourtant cette demeure continuait de la fasciner, comme ces vieux châteaux au secret jamais élucidés. Quand elle fit de nouveau volte-face, elle comprit enfin. Adrian Mackinnon avait construit cette maison pour la femme de sa vie, une femme inaccessible dont elle ne savait rien, sauf qu'elle se prénommait Catherine. Ce manoir, qui semblait défier la colère de l'océan, l'emplissait d'un mélange de respect et d'effroi. Sur son promontoire, il se dressait comme un mausolée à la gloire d'une passion défunte. Pour tout ce qu'il représentait, Maggie aurait dû sur le champ le détester. Pourtant il n'en fut rien. Elle n'y voyait que l'expression d'une tragédie, une sorte de rempart contre un insurmontable chagrin. La voix râpeuse du bûcheron brisa le silence. « Est-ce que vous vous sentez bien, Madame Mackinnon ?»« Oui, répondit-elle, accordez-moi seulement quelques instants. Prenez tout le temps que vous voudrez, madame. » Acquiesçant, Maggie fit quelques pas. À l'évidence, la demeure se voulait le symbole de la fortune qui s'était bâtie son mari. Ses dimensions considérables lui donnaient davantage des allures d'hôtel ou de palace que de simples résidences familiales. Des maisons semblables ne manquaient certes pas en Écosse et en Angleterre, mais ici, perdue au bord de l'océan, elle paraissait incongrue, déplacée, un peu comme une baleine échouée sur une plage. Quelle sorte d'homme était-il donc, celui qu'elle avait épousé, pour construire une telle demeure parmi ces étendues sauvages? Un homme qui avait aimé, profondément aimé, et qui n'oublierait jamais cet amour. Frissonnant, elle s'emmitoufla dans son manteau pour se préserver du froid, mais rien n'y fit, car ce froid-là lui venait de l'intérieur. Finalement, elle revint vers le chariot. « Je suis prête, dit-elle à Carr. Le voyage depuis le camp s'était déjà révélé pénible, épuisant, et le froid finit par consumer ses dernières forces. Quand le chariot atteignit le sommet de la côte, elle somnolait, agrippée à la banquette pour ne pas tomber. Carr contourna la plateforme pour venir l'aider. « Pardonnez-moi, Madame Mackinnon, bredouilla-t-il alors qu'elle s'affaissait dans ses bras. À cause de ma maladresse, rien ne vous aurait été épargné. Faites attention, je suis plein de boue. Vous allez salir vos vêtements. Peu importe, madame. En plus, vous avez si bien nettoyé votre robe qu'on voit à peine les taches. » La soulevant dans ses bras, il alla la déposer devant la grande porte d'acajou. « Vous devez être morte de fatigue, dit-il avec gentillesse. Vous allez vous installer confortablement. Pendant ce temps, on vous préparera un bon café chaud. » Maggie remercia le géant d'un sourire. Sombre massive, la porte se dressait, peu hospitalière, n'eût été son extrême lassitude, elle aurait fui, pris ses jambes à son cou, avant qu'elle ne s'ouvrît sur le fantôme de la femme pour qui ce palais avait été construit. Aussi soudaine qu'il résonnait, une terrible angoisse lui monta des entrailles. Un nœud lui serrait la gorge, l'empêchait de parler. Écart, se mépris sur ce silence prolongé. « Vous voici enfin chez vous, lança-t-il en entraînant l'intérieur. Tout y est flambant neuf, il ne manquait plus que la maîtresse de maison. Surmontant son appréhension,
Maggie entra dans la demeure. Pour l'accueillir, il n'y avait que le silence et de longues ombres irréelles s'étirant sur le plancher immaculé. Comme tout cela lui paraissait loin de Glengarry Castle et ses vieilles pierres polies par les siècles, si douces au toucher. « Ça semble un peu trop somptueux au début, » disait Carr. « On est, comme qui dirait, pris au dépourvu. Mais je suis sûr que vous vous y sentirez chez vous en un rien de temps. »« Chez moi ?» Elle en doutait. « Mais non, tu t'y plairas, tu verras, seconda-t-elle, tu t'y plairas. »« Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous dans cette maison ?» s'enquit-elle. « Seulement Wang et Molly. Wang était le cuisinier du camp, mais M. Mackinnon a décidé d'en embaucher un nouveau et de lui confier l'entretien de la maison. Vous n'aurez à vous soucier de rien. Wang se charge du ménage avec l'aide de Molly. Polly, qui est aussi un fin cordon bleu. » Cela dit, Ellicard regagna la porte d'entrée, observant la jeune femme à la dérobée comme s'il repugnait à l'abandonner. Plantée là, au milieu de ces vestibules aux dimensions de cathédrale, elle lui semblait à peine plus grande qu'une enfant, frêle silhouette dans sa robe bleue, serrant contre son sein son petit poignet d'osier. Quelque part, une porte se referma avec un claquement feutré. Une femme de forte corpulence apparut, aux yeux noisettes, dont les cheveux gris étaient rassemblés en chignon. « Je vous présente Molly Polly, » lança Carr. « Son mari, Big John Polly, est le contremaître du camp. C'est la personne dont je vous ai parlé. Autrefois, elle était cantinière, mais M. Mackinnon a décidé qu'elle ne cuisinerait désormais que pour lui. Parce que je me fais vieille et que je ne supporte plus d'avoir des marmites pendues à mes basques à longueur de journée, » précisa la femme. « Cela dit, n'allez pas croire un mot des compliments qu'Ellie peut faire à mon sujet. Si je l'écoutais, je finirais par y croire. »« Je suis heureuse de faire votre connaissance, Madame Polly, » articula Maggie. « Dieu me pardonne, personne ne m'a appelé Madame Polly depuis le jour de mon mariage. Appelez-moi donc Molly, ou Molly Polly, si vous préférez. » Maggie esquissa un sourire. « Cette maison est superbe, elle semble comme neuve. Elle n'a que 3 ans, mais il en a fallu 4 pour la bâtir. Étiez-vous déjà ici, pendant sa construction? J'y suis depuis qu'Adrian et son frère Alex se sont lancés dans l'exploitation forestière. » Un grand chien jaune les rejoignit. Ses griffes cliquetèrent sur le plancher verni. Il vint effleurer la main de Maggie de sa truffe froide. « C'est Israël, » expliqua Ellie, qui du coup ne semblait plus disposé à s'en aller. « Il n'appartient à personne en particulier, mais il semble s'être pris d'affection pour M. Mackinnon. »« Vous êtes sûrement exténué, » dit Molly à la jeune femme. « Vous aimeriez peut-être prendre un café, vous reposer un peu et aussi vous changer ?» ajouta-t-elle avec un regard éloquent pour la robe souillée. « Oui, j'ai l'impression de ne pas avoir pris de bain depuis un siècle. Je vais faire sortir le chien. Je m'occuperai ensuite de vous servir un café. »« Oh, il ne me dérange pas, » protesta Maggie. « Je pense au contraire que j'apprécierai sa compagnie. De toute façon, s'il vous dérange, vous m'aurez qu'à me le faire savoir. Je vais mettre de l'eau à chauffer pour votre bain. Je vous montrerai ensuite votre chambre. » Sur ces mots, la servante s'éloigna. L'instant suivant, Ellicard s'éclipsait à son tour. En attendant que Molly revînt pour la conduire à l'étage, Maggie prit sagement place dans une bergère. Restaurée d'un café et de quelques biscuits, sa toilette achevée, la jeune femme s'accorda une petite sieste, puis consacra le reste de l'après-midi à déballer l'essentiel de ses bagages. 8h30 sonnait à la pendule lorsque Molly vint lui annoncer que le dîner était prêt. Maggie prit son repas seule, assise à une longue table où se reflétaient 3 énormes lustres de cristal. Son office terminé, Molly vint se camper devant sa nouvelle maîtresse et la considéra de la tête aux pieds. « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?»« Non, je vous remercie. De toute manière, Wang n'est jamais bien loin, au cas où vous auriez besoin de lui. Condition de le trouver, car je n'ai jamais vu personne d'aussi discret que lui. Il se déplace comme une ombre à cause des petits chaussons noirs qu'il porte aux pieds. Ils ne font pas le moindre bruit, alors qu'avec mes galoches, en montant à 1 kilomètre à la ronde. » Molly s'interrompit pour adresser à Maggie un regard aigu. « Mais je parle alors que vous tombez de fatigue. Bon, il me reste encore bien des choses à faire avant de finir ma journée. » Ainsi la jeune femme se retrouva seule dans la salle à manger de cette grande demeure, qui, au dire de Molly, ne comptait pas moins de 20 chambres. Longtemps elle regarda, comme hypnotisée, la cire des bougies fondre et se figer autour du chandelier, jusqu'au moment où, lassée, elle quitta la pièce. Elle avait posé le pied sur la première marche de l'escalier de marbre quand, se ravisant, elle décida de visiter le rez-de-chaussée. Elle découvrit la bibliothèque, juxtant une pièce encombrée de classeurs et de dossiers qui devait être le bureau de son mari. Si chaque pièce offrait un décor particulier, tout était lambrissé, de ce bois brun violacé, importé à grands frais d'Amérique du Sud et que l'on nommait palissandre. Elle erra longtemps dans la grande maison,
Le chien Israël, à son côté, sans cesser de penser que c'était là son nouveau foyer. C'était ici que ses enfants grandiraient, ici qu'elle vieillirait. Elle tapota affectueusement le crâne de l'animal qui, en retour, lui lécha la main. Elle était certaine que les enfants se prendraient d'affection pour lui. Aiguillonnée par la curiosité, elle poursuivit sa visite. Il flottait dans l'air une odeur de renfermé qui n'était pas sans rappeler les églises et qui la mettait un peu mal à l'aise. Mais quelques bâtonnets d'encens suffiraient à régler ce problème. De fil en aiguille, Maggie se demanda comment apporter à cette maison sa touche personnelle. Cette pièce-ci serait la salle de jeu des enfants, se disait-elle. Dans celle-là, Barry et Ainsley prendraient leurs leçons de piano. Dans la bibliothèque, sous un portrait de Mary Stuart, son époux prendrait place dans le canapé pour écouter Fletcher lui parler de sa pêche miraculeuse au bord de l'océan. Et puis, la nuit venue, après avoir couché les enfants, elle sortirait de sa commode, sa chemise de nuit, et, ayant coiffé ses longs cheveux, elle se glisserait dans le lit de palissandre où l'attendrait son mari. Maggie sentit son cœur vaciller. Elle acheva promptement sa visite, évitant la cuisine et la salle à manger où elle avait dîné. Dans le hall, elle s'immobilisa devant une porte à double battant, pour prêter l'oreille aux tintements musicaux d'une horloge. Horloge qu'elle reconnut comme de facture anglaise et même en y regardant de plus près, signée par le célèbre Joseph Windmills. Elle ouvrit la porte avec un bref coup d'œil aux chérubins qui en ornaient les panneaux. Brandissant devant elle le bougeoir, elle pénétra dans la pièce et eut aussitôt le souffle coupé. Non seulement par la somptuosité du décor, mais aussi par l'immense portrait de femme au-dessus de la cheminée. Le premier choc passé, elle prit conscience du caractère particulier de cette pièce. Comparée au reste de la maison, en effet, loin de sentir le renfermé, celle-ci embaumait un parfum subtil, masculin. On avait apporté un soin particulier à la décoration. Le plancher comportait quelques éraflures et de nombreux documents jonchaient une table basse en fer forgé. Un volumineux cendrier de cristal trônait près d'un coffret à cigares. Posant son chandelier, Maggie alluma une lampe à pétrole. Sous le halo de lumière, le portrait parut soudainement prendre vie. Les couleurs étaient magnifiques. Pour un peu, on aurait pu penser qu'un Rembrandt ou un Vermeer l'avait réalisé. Dans une féerie de teintes se détachait un visage qui semblait illuminé de l'intérieur. Un feu de cheminée créait un halo irréel autour du personnage, jetant des reflets mordorés sur son opulente chevelure roux foncée. La somptueuse robe de velours rouge, dont la femme était drapée, paraissait prête à tourbillonner pour une vase. Ainsi songea Maggie. Voilà à quoi ressemblait Catherine. Une femme au port royal, ses mains sagement posées sur une table, était exquisément fine. Sa robe, dont le velours se fondait dans la pénombre, en savant repli, révélait un cou gracile avant de plonger vers une gorge pleine, en forme généreuse. Elle était belle, très belle, et même un peu trop, ce qui expliquait peut-être une certaine fadeur qui confinait à la tristesse. Mais qui était donc l'artiste assez talentueux pour faire de ce portrait une œuvre pleine de vie? Israël, qui attendait patiemment au pied de sa nouvelle maîtresse, tressaillit soudain. Alertée, Maggie fit volte-face et découvrit la corpulente silhouette de Molly Polly. « Oh, vous m'avez fait peur !» s'exclama-t-elle en portant la main à sa poitrine. « Je vous demande pardon. J'avais oublié de moucher les chandelles de la salle à manger. Je m'en suis chargé. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je venais simplement vous annoncer mon départ. » Molly leva les yeux vers le portrait, mais se garda de tout commentaire. « Avez-vous besoin de quelque chose avant que je m'en aille ?»« Non, merci. » La servante observa à la dérobée la nouvelle maîtresse de maison, puis son regard glissa de nouveau sur le portrait. « Il est magnifique, » dit Maggie. « J'étais en train de l'admirer. »« En effet, il est magnifique, » admit Molly, « mais moins que la personne qu'il représente. » La jeune femme sentit son cœur se serrer. « Vous l'avez donc connue ?»« Oui, assez bien, même. C'est une femme d'une grande beauté, intérieure et extérieure. J'étais fier de me considérer comme son amie. » Maggie contempla le portrait et se surprit à n'éprouver aucune hostilité envers la femme qu'elle était censée remplacer dans le cœur de son mari. C'est vrai qu'elle est belle, et l'artiste qui l'a peinte est particulièrement doué. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un de connu? Quelqu'un que je connais très bien, puisqu'il s'agit de votre époux. Maggie ne put réprimer un sursaut. J'ignorais, bredouilla-t-elle, le cœur palpitant, j'ignorais que mon mari était un artiste. Son frère ne m'en a pas parlé. C'est-à-dire, ce n'est pas un artiste comme les autres, du moins pas au sens où vous l'entendez. Ceci, ajouta-t-elle en désignant la toile du menton, est la seule chose qu'il ait jamais peinte. Maggie scruta de nouveau le tableau. On a du mal à croire qu'il n'ait jamais peint avant de réaliser ce portrait. Ses couleurs, ses détails, les nuances du décor, tout a été exactement reproduit.
Je me suis immédiatement rendu compte que cette toile a été peinte ici, dans cette pièce. Tout le monde éprouve le même sentiment en la voyant. Pourtant, si incroyable que cela paraisse, Catherine n'est jamais venue ici. Elle était partie bien avant que les travaux de construction aient commencé. La jeune femme hocha la tête. Cette demeure est sans doute une sorte d'hommage qu'il a voulu lui rendre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Catherine l'aurait détesté. Cet endroit ne lui ressemble pas du tout. Pourtant, c'est pour elle qu'il l'a bâti, non? Molly eut un mouvement d'épaule désabusé. Peut-être, mais M. Adrien n'a jamais connu Catherine telle qu'elle était vraiment. Il ne la voyait qu'à travers l'amour qu'il lui portait, sans jamais avoir découvert sa véritable personnalité. Pour quelqu'un qui ne la connaissait pas, il a quand même su en traduire de nombreux traits. Les apparences, seulement les apparences, corrigea Molly, avec un air mélancolique. Il n'a peint que ce qui est visible, c'est-à-dire sa beauté. Mais l'âme de Catherine, il l'ignorait. Autrement, il ne l'aurait pas aimée avec autant d'acharnement pendant toutes ces années. Catherine n'était pas faite pour lui. Si elle avait épousé M. Adrian, ça aurait été comme atteler deux mules à chaque bout d'un chariot. Tout serait allé de travers. C'est une fille qui a les pieds sur terre, comme Alex, et non une de ces femmes qui poursuivent des rêves impossibles. Et mon mari serait ainsi, toujours à la poursuite d'un rêve? Tout à fait. Puis, regardant la jeune femme droit dans les yeux, elle ajouta, « Pas à vous ?» Maggie esquissa un sourire. « Je suis écossaise, et l'Écosse a toujours été une terre de rêves et de chimères. Nous sommes un peuple résolument tourné vers l'avenir, des inventeurs nés, avec une forte inclinaison pour les sciences. Nous restons attachés comme le lichen sur le rocher. Aux paroles de James Boswell, j'espère toujours mieux. » Avant que Molly pût répondre, la jeune femme souleva ses jupons pour prendre place dans un fauteuil, avec un geste pour inviter la cuisinière à l'imiter. Penchée en avant, les bras croisés sur son giron, elle murmura « Parlez-moi de mon mari, des rêves qui l'ont amené jusqu'en Californie. » Molly s'assit à son tour. Elle lui relata avec force détail l'époque de la ruée vers l'or et comment, venus du Texas, Adrian et Alex avaient fait fortune au-delà de ce qu'ils avaient espéré. C'est l'idée d'Adrian d'avoir voulu fonder une entreprise à proximité de cette forêt de pins. Son avenir était ici, disait-il, alors qu'Alex souhaitait retourner au Texas et redevenir simple fermier. Pour y épouser à Catherine? Pas Catherine, sa sœur Karine. Perplexe, Maggie se dit que décidément elle n'était pas au bout de ses surprises. Vous n'avez jamais entendu parler de Karine? s'étonna Molly. Jamais. C'est à peine si Ross Mackinnon a évoqué l'existence de Catherine, sinon pour dire qu'Adrian avait été épris d'elle, mais que c'était Alex qu'elle avait épousé. Et Karine, de qui était-elle éprise? La cuisinière esquissa une grimace. D'elle-même surtout. Elle a épousé un richissime Texan beaucoup plus âgé qu'elle, et s'en trouve apparemment heureuse. Et sachant Karine mariée, Alex s'est donc tourné vers sa sœur? Vous n'y êtes pas du tout. Alex l'avait épousée bien avant cela. Molly exhala un soupir et se cala confortablement dans son siège pour enchaîner. Alex et Adrian se sont toujours querellés comme chien et chat, ce qui est plutôt inhabituel pour des jumeaux. Mais un soir, un véritable pugilat a eu lieu, et Alex a cru bon de noyer son orgueil blessé dans l'alcool. Vous voulez dire qu'il s'est enivré? Pire que cela. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cette nuit-là. J'avais dû les séparer à coups de bûche sur le crâne. Dans son ébriété, Alex n'a rien trouvé de mieux que d'écrire à Karine en lui demandant de venir le rejoindre afin de l'épouser. Sauf qu'au lieu d'écrire Karine, il a écrit Catherine. Et Catherine est venue. Tout à fait. Alex lui a-t-il fait part de sa méprise? Non. Pourquoi? En partie parce que Adrien a menacé de le tuer s'il le faisait. Encore que ce ne soit pas la vraie raison, car Alex n'était pas du genre à se laisser intimider. Je crois plutôt qu'au fond de son cœur, Alex savait que Catherine se serait sentie très humiliée en apprenant la vérité. Ainsi, elle n'a jamais su. Après tout ce temps, elle n'a jamais su. Oh, elle a fini par l'apprendre, même que cela a failli lui coûter la vie, quand elle a découvert la vérité. Elle s'est enfuie dans la forêt comme si elle avait le diable aux trousses. Alex s'est lancé à sa poursuite, mais c'est un grizzly qui l'a rattrapé le premier. Je suppose que vous savez ce qu'est un grizzly. Pas le moins du monde. C'est une espèce d'ours assez répandue dans nos régions, et qui ne ressemble en rien aux ours des bateleurs de foire, je vous assure. Ils sont particulièrement dangereux. Celui-là avait plus de 20 balles de fusil dans le corps qu'il continuait à charger. À moins de viser juste, ces sales bêtes sont pratiquement impossibles à abattre. C'est très impressionnant, murmura Maggie en détournant la tête. En effet, comme on ne pouvait pas lui donner les soins appropriés, Adrian et Alex ont emmené Catherine à San Francisco et ont passé plusieurs semaines à veiller sur elle. À ce moment-là, Alex savait qu'il était amoureux d'elle, mais entêté comme sont les Mackinnon, il refusait de l'admettre. Dès que Catherine a été en état de voyager, elle est repartie pour le Texas et on ne l'a plus jamais revue. Alex l'a-t-il suivi?
Non, il ignorait sa décision, mais M. Adrien était au courant, lui. Et en s'apercevant que Catherine était partie, Alex s'est empressé d'aller la rejoindre. Pas exactement. On l'a vu rôder comme une âme en peine pendant quelque temps, et puis enfin il s'est décidé. De ma vie, je n'ai jamais vu d'homme plus heureux qu'Alex. Le jour où, après avoir revendu ses parts de l'exploitation à son frère, il s'en est allé pour le Texas. Peut-être était-ce pour l'un et pour l'autre la meilleure solution. Oh oui, car les choses n'auraient jamais plus été les mêmes entre les deux frères. Alex en voulait terriblement à son frère de lui avoir caché le départ de Catherine. En juger par ce portrait qui trônait au-dessus de la cheminée, Maggie imaginait aisément qu'un homme fût prêt à suivre Catherine au bout du monde, et que malgré les années, Adrien fut encore épris d'elle. La jeune femme eut tout à coup l'impression qu'il faisait dans le salon une chaleur étouffante. Que venait-elle faire dans cette histoire? Déjà compliquée. Pourtant, elle ne pouvait plus reculer, elle n'était pas d'un naturel à fuir les difficultés, mais au contraire, à tenir ses positions, à garder les pieds sur terre. Après tout, que lui importaient les sentiments qu'Adrian Mackinnon avait éprouvés pour cette femme? C'est elle, Maggie Sinclair, qui l'avait épousée, et elle comptait bien que les engagements qu'il avait pris à son égard fussent respectés. Devinant ses pensées, Molly tenta de la rassurer. « Je ne m'inquiéterais pas, si j'étais vous. Alex n'a-t-il pas épousé une femme en croyant ne jamais l'aimer? Et à ce qu'on m'a dit, cela ne lui a pas si mal réussi. Je me dis parfois que dans son infinie sagesse, Dieu préfère souvent combler nos besoins qu'exaucer nos désirs. » Les deux femmes méditèrent quelques instants ces paroles. « C'est possible, répliqua enfin Maggie, mais je me demande quand même si je suis la femme qu'il lui faut. »« Seul le temps nous le dira, » répondit la cuisinière en se levant. « Bien, je parle, et pendant ce temps, Big John attend son souper. Au fait, à quelle heure prenez-vous votre petit déjeuner? » « Inutile de vous donner du mal, je saurai me débrouiller toute seule. »« Je suis payé pour cela, » rétorqua Molly. « Si vous n'avez pas de préférence, je m'en tiendrai à l'heure habituelle. »« Et qui est 5 heures. » Maggie eut un geste pour traduire son embarras. « Est-il encore temps de changer d'avis » s'enquit-elle sous le regard amusé de la cuisinière. « Si c'est le cas, j'opterai plutôt pour 8 heures. »« D'accord, je préparerai du porridge et du thé pour 8 heures. » Je ne m'attendais pas à ce que ce genre de petit déjeuner soit répandu par ici. Ce ne l'est pas. Ce sera même la première fois que j'en préparerai. Sur ce, après une brève inclinaison de la tête, Molly prit congé. Dans cette première fois, la jeune femme avait cru comprendre que Molly Polly n'aimait guère changer ses habitudes, et que c'était là une faveur qu'elle lui accordait. Elle revint au portrait, ainsi elle ne s'était pas trompée. Cette femme magnifique était bel et bien Catherine. À présent que Molly lui avait tout dit à son sujet, elle lui apparaissait comme une femme d'un abord agréable, mais volontiers distante, qui mettait de l'élégance dans le moindre de ses gestes, et d'une telle beauté qu'un homme ne pouvait qu'en être obsédé. C'est le premier obstacle, et pas des moindres, qu'il va me falloir surmonter, murmura-t-elle.